Il y a 20 ans commençait One Piece, l'histoire d'un jeune garçon voulant devenir le roi des pirates. Aujourd'hui, One Piece est le manga le plus vendu au monde avec plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Considéré comme l'héritier de Dragon Ball, One Piece a su séduire avec un style dont seul Oda a le secret. Action, aventure, amitié, mais aussi sentiment et humour, ce style si atypique a su s'imposer comme une œuvre de référence. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Shinsekai qui va être consacré à l'édition. Tout au long de cet épisode, nous allons découvrir le système éditorial au travers de One Piece. On va surtout s'intéresser au manga, mais on en profitera quand même pour faire un petit tour d'horizon du comics et de la BD franco-belge. Tout comme avec l'économie, le but n'est pas d'être exhaustif, mais de vous présenter les grandes étapes et les basiques de ce milieu. Avant toute chose, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien nous éditer. Pour cela, il faut soit être bourré de talent et ou avoir un projet très bien monté. Sinon, il est envisageable de passer par des écoles de dessin ou d'assister des auteurs publiés pour acquérir de l'expérience et mettre toutes les chances de son côté. C'est le cas au Japon où Oda a d'ailleurs été assistant pour Shinobu Kaitani, Masaya Tokuhiro et Nobuhiro Watsuki à partir de 1994. Pour se faire remarquer et devenir mangaka ou même assistant, les éditeurs japonais organisent aussi un grand nombre de concours par an. Une victoire assure généralement la prépublication de la série dans le magazine de l'éditeur organisateur. C'est ce qu'a fait Oda avec son histoire Wanted, qui lui a permis de remporter le prix Tezuka en 1992. C'est sûrement le prix le plus célèbre puisqu'il tient son nom du grand Osamu Tezuka, dieu du manga et papa d'Astro, du roi Léo et de Blackjack pour ne citer que. En France, l'auteur va démarcher différentes maisons d'édition afin d'être publié. On retrouve principalement Le Lombard, Dargaud, Dupuis, Soleil, Fluide Glacial, Delcourt, Glénat ou encore Casterman, et c'est très loin d'être exhaustif. Pour cela, il doit fournir un dossier composé de plusieurs éléments. Une illustration de couverture, un synopsis d'une dizaine de lignes dont le but est de résumer l'histoire de l'album, une galerie de portraits des personnages de 2 ou 3 planches, 3-4 planches racontant le début de l'histoire, et enfin d'un storyboard, qui est une sorte de brouillon de la BD puisqu'il ne s'agit que de croquis. C'est un outil vraiment très important puisqu'il permet déjà de voir comment va être découpée et rythmée une histoire avant même qu'elle soit dessinée. Si une maison d'édition est intéressée, il est très important d'établir un contrat d'édition. Il permet à l'auteur de protéger son travail d'une part contre l'éditeur et d'autre part contre ses associés en cas de travail de groupe. En effet, si vous allez trop loin dans un processus d'édition sans vous protéger, à tout moment l'éditeur peut vous lâcher et réutiliser cette idée plus tard comme si c'était la sienne. Certes, c'est un coup dans le dos qui est loin d'être systématique, mais il est quand même arrivé. Il sera alors très difficile de prouver que vous êtes le créateur de l'histoire, pareil avec vos collègues. Et il existe aussi beaucoup d'autres règles à respecter, mais on va pas s'étendre parce que d'une part c'est pas l'objet de la vidéo et qu'en plus le droit est jonché de cas particuliers. Une fois tout cela fait, vous allez pouvoir commencer à éditer votre bande dessinée. Comme je vous le disais, c'est un processus type et non exhaustif. Il faut savoir que les 4 pays principaux éditeurs de bande dessinée que sont la France, la Belgique, les États-Unis et le Japon ont tous des systèmes éditoriaux très différents. Maintenant, avec la mondialisation et la mixité culturelle, chacun de ces pays édite et produit des contenus différents et tous ces contenus différents. Mais il faut quand même savoir que chacun de ces pays a sa spécialité. En France et en Belgique, c'est donc la bande dessinée franco-belge, au Japon le manga et aux États-Unis les comics. En France, on a généralement 1 ou 2 auteurs qui vont s'occuper de la bande dessinée de A à Z, c'est-à-dire qu'ils vont se charger du synopsis, du scénario, du storyboard, de l'ancrage, de la colorisation et encore bien d'autres choses. Avec cette méthode, le ou les auteurs arrivent à peu près à un format d'une quarantaine, voire jusqu'à une soixantaine de pages tous les 1 ou 2 ans, en fonction de l'inspiration et de leurs autres projets qu'ils mènent en parallèle. Pour les États-Unis, on retrouve un système plus industriel, puisqu'une équipe créative est chargée d'un titre, et là je parle notamment pour les grands groupes comme Marvel ou DC, où chacun a un rôle bien défini. Vous retrouvez donc un scénariste, un dessinateur, un encreur, un coloriste et un lettreur. Avec ce système, on est sur un rythme de 20 pages couleurs par mois. Et pour le Japon, on retrouve aussi une équipe, mais les rôles sont différents. L'auteur, donc pour One Piece, Oda, dispose d'une équipe d'assistants capables de reproduire son style afin de pouvoir dessiner n'importe quoi. L'auteur se charge principalement des scènes les plus détaillées, laissant aux assistants les décors. Après, le reste est réparti en fonction du nombre de personnes dans l'équipe et de la volonté du mangaka. Cette fois, on est sur un rythme d'environ 19 pages noir et blanc par semaine et pour le Shonen Jump. Il existe d'autres rythmes très différents en fonction des magazines. Par exemple, Toyotaro dessine une quarantaine de pages de Dragon Ball Super pour le V-Jump qui est mensuel, et il existe encore d'autres rythmes de parution. Pour en revenir au Japon, on a vu que les éditeurs organisent un grand nombre de concours. Chacun de ces éditeurs, et notamment les plus gros, possèdent tous leur propre magazine de prépublication. On retient surtout Kodansha avec le Weekly Shonen Magazine et le Young Magazine, Shogakukan avec le Koro Koro, et bien sûr la Shueisha et tous ses magazines Jump, notamment le Weekly Shonen Jump où est publié One Piece chaque semaine. Le système éditorial japonais fonctionne principalement sur la prépublication hebdomadaire ou mensuelle avant d'être publié en tomes reliés en librairie. Une fois l'éditeur trouvé et un magazine attribué, et là on va surtout parler pour le Weekly Shonen Jump, l'auteur va devoir fournir un premier chapitre de 60 pages et un second de 24. Chaque semaine, les séries sont classées par ordre décroissant de popularité suite au vote des lecteurs de la semaine précédente. Lorsqu'une série n'est plus assez populaire, elle est annulée. Dans le meilleur des cas, l'auteur peut faire une conclusion, sinon la série s'arrête brutalement. Et oui, le manga a beau être un art, c'est avant tout une industrie. D'ailleurs, One Piece a failli ne jamais être édité puisque le style d'Oda ne correspondait pas aux standards de l'époque. Il faut bien garder à l'esprit que le but des éditeurs est de dénicher des séries qui toucheront le plus de public possible, et donc qui réaliseront le plus de ventes possible.
En revanche, si le succès est au rendez-vous, la série fera rapidement l'objet d'une publication en volume relié. La série sera également promue dans une campagne de communication plus ou moins importante en fonction des attentes de l'éditeur. Et une fois que la série commence à gagner en popularité, l'éditeur va commencer à exploiter la série en vendant la licence. En France, vous le savez tous, c'est Glénat qui s'occupe de One Piece. Et pour cela, l'éditeur doit d'abord acheter la licence. C'est-à-dire qu'un éditeur va payer pour obtenir une licence et l'exploiter. Et c'est Viz Media qui s'occupe de gérer un bon nombre de licences. Vous avez sûrement déjà dû entendre ce nom puisque cette entreprise est un géant du manga détenu par la Shueisha, Shogakukan et Shopro. Une fois qu'un éditeur obtient une licence, il va être soumis à un certain nombre de conditions prévues dans son contrat. Dans le cas de One Piece, Glénat ne possède que la licence de l'exploitation papier. Par exemple, c'est Kana qui s'occupe d'éditer les coffrets DVD. Et cela affecte aussi la traduction. Si vous lisez le manga, vous avez sûrement dû vous rendre compte que depuis le tome 81, certaines traductions sont quelque peu bizarres. Mais le choix ne revient pas entièrement à Glénat puisque l'éditeur doit aussi tenir compte des traductions des autres supports qui peuvent intervenir avant la sortie du manga. Et c'est aussi pour une histoire de licence que la prépublication est si peu présente dans le paysage éditorial français, voire quasi inexistant. Beaucoup de fans aimeraient voir apparaître un équivalent du Jump en France, et il y a déjà eu des tentatives. Dans les années 90, avec l'engouement du Club Dorothée, sont nés les magazines Kamea et Manga Player, tous deux stoppés en 98. En 2003, c'est Pika qui avait fait une nouvelle tentative avec le Shonen Mag en proposant des titres japonais. Mais tous ont dû se confronter à la complexité des droits d'auteur qui, encore aujourd'hui, est le principal frein à ce type de magazine. En France, les séries sont licenciées chez des éditeurs français. Logique, vous allez me dire, mais cela pose deux problèmes. Le premier, c'est que les séries se retrouvent dispatchées de manière totalement différente entre les éditeurs par rapport au Japon. Par exemple, One Piece, Naruto et My Hero Academia appartiennent tous à la Shueisha et sont publiés dans le Jump. Sauf qu'en France, chaque série a été obtenue par des éditeurs différents. Du coup, comment créer un magazine où chaque série proposée rapporte de l'argent à une entreprise différente? Je m'explique et là-dessus, suivez-moi bien, puisqu'il faut quand même bien capter le problème et il y a quelques notions qui s'y mêlent. Grâce aux séries du Jump, la Shueisha va engendrer des bénéfices en vendant ses magazines. C'est-à-dire qu'elle va gagner plus d'argent qu'elle n'en a dépensé pour produire les magazines. Cet argent va permettre de rémunérer ses auteurs mais aussi de payer ses factures puisque l'entreprise possède des locaux, utilise de l'électricité, une connexion internet et plein d'autres choses nécessaires à la vie d'une entreprise. Tout ce genre de coûts, c'est ce qu'on appelle les frais fixes. C'est-à-dire que peu importe vos ventes, tous les mois il faudra payer un loyer et votre abonnement internet, comme chez vous. A l'inverse, il y a les coûts variables. Par exemple, l'impression du Jump va avoir un coût différent en fonction du nombre d'exemplaires imprimés. Plus il y a d'exemplaires, plus le coût total de l'impression va être cher, mais plus il y aura de ventes potentielles puisque plus d'exemplaires en vente. Dans cette situation, il n'y a que la Shueisha qui doit payer ses différents frais. Elle peut donc se permettre de baisser ses marges sur un seul magazine pour espérer pouvoir en vendre plus et du coup au final faire plus de bénéfices puisque au final tous ces bénéfices lui reviendront. Maintenant revenons en France avec tout plein d'éditeurs différents. En partant du principe qu'un Jump français voit le jour, qui paie les frais d'impression et de distribution et dans quelle proportion? Et même s'ils trouvent un accord, comment sont partagés les bénéfices? Et oui, chaque éditeur a lui aussi des frais fixes et va donc vouloir sa part du gâteau pour être rentable. En plus, puisqu'on parle de licence, la Shueisha et Viz Media vont aussi percevoir une partie de ces bénéfices. Cette somme est généralement payée au travers de la somme versée pour avoir la licence. Mais dans tous les cas, l'éditeur exploitant la licence devra quand même récupérer cette somme grâce aux ventes avant de pouvoir dégager des bénéfices. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vendre plus de Jump parce qu'il y a plus d'éditeurs. Surtout que le marché français est beaucoup plus restreint que le marché japonais et c'est beaucoup moins intégré dans notre culture. On se retrouverait donc avec des bénéfices ridicules pour tout le monde et personne ne serait rentable. Et c'est même impossible de fixer un prix comme au Japon car les coûts en France sont plus élevés. Dans ce cas, augmentons les bénéfices pour que chacun ait une part du gâteau plus grosse. Sauf que fatalement, le prix augmente. Et plus il augmente, moins de gens veulent l'acheter. Et moins il y a de ventes, moins il y a de bénéfices. Voilà tout le paradoxe d'une traduction française du Jump. Après, chaque éditeur pourrait lancer son propre magazine, mais du coup toutes les séries seraient dispersées entre ces différents éditeurs français, ce qui fait que chaque magazine n'aurait que une ou deux grosses séries. Les magazines n'auraient donc pas énormément d'intérêt par rapport au volume relié, puisqu'ils proposeraient beaucoup de séries bouche-trou qui ne seraient pas forcément lues. En plus, il faut savoir qu'énormément de séries des magazines de prépublication n'arrivent jamais en France. Je ne pense donc pas que les éditeurs, même les plus gros, disposent d'assez de séries pour constituer un magazine complet et intéressant. Et ce système a lui aussi ses problèmes. Comme je l'ai dit plus haut, les séries ont des rythmes de parution parfois totalement différents, donc très difficiles à gérer ensemble. Et en plus, tout le catalogue de licences d'un éditeur français ne provient pas forcément du même éditeur japonais. Dans cette situation, on n'aurait plus 3 éditeurs français qui doivent un peu de bénéfices à un éditeur japonais, mais un éditeur français qui doit des bénéfices à 3 éditeurs japonais différents. Et en le disant, je me demande si c'est pas encore moins viable que la solution précédente. De toute façon, dans n'importe quelle situation, cela n'empêchera pas qu'il faudra au moins un intermédiaire supplémentaire pour être publié en dehors du Japon, ce qui veut dire des prix plus élevés. Je vous avais prévenu, c'est un peu compliqué et c'est surtout une histoire de gros sous. En résumé, une traduction française du Jump est impossible, car ces séries sont des licences détenues par des éditeurs français différents des éditeurs japonais. Et du coup, ça rajoute beaucoup d'intermédiaires
intermédiaire en plus de la Shueisha ou de l'éditeur japonais qui possède les droits. Ce qui fait que les bénéfices vont tellement devoir être partagés qu'ils ne seront suffisants pour personne. Par contre, on a également eu droit à une adaptation du Jump en France qui, contrairement à une traduction, était un Jump à la sauce française. En 2006 a donc été lancé le Shogun Mag, dans lequel on pouvait retrouver les chapitres de Dreamland. Le magazine n'a malheureusement pas duré longtemps puisqu'il s'est arrêté début 2008. Là encore, il a fallu faire face au problème du droit du travail français. Cette fois, il n'y a pas eu autant d'intermédiaires à gérer, mais les auteurs sont français. Et c'est clairement pas le même délire en matière de droit du travail et de rémunération. Sans entrer dans les détails encore une fois parce que c'est compliqué, la main-d'œuvre française est une des plus chères au monde, même au SMIC. Sinon, toujours en France, il y a quand même quelques incontournables de ce qui peut être considéré comme de la prépublication, notamment pour la bande dessinée jeunesse avec le journal de Mickey et le journal de Spirou. Côté comics, il existe aussi beaucoup de magazines publiés mensuellement par Panini et Urban Comics en kiosque. Revenons maintenant à nos tomes reliés, puisque la licence n'est qu'une partie et le début du processus de publication. Et il faut maintenant adapter l'œuvre au public français, ce qui veut dire passer par une traduction. Outre la traduction littérale, les traducteurs doivent aussi tenir compte du changement d'alphabet, car si le sens de lecture original droite à gauche est conservé, les japonais lisent d'abord de haut en bas. Certaines cases ne sont donc pas adaptées du tout à la traduction. Après, il faut aussi déterminer un tirage à fabriquer. Il ne faut pas se retrouver avec la moitié des stocks invendus car ça va piquer les finances, mais le but n'est pas non plus d'être sold out en 3 jours pour rater plein de ventes. Avec One Piece, on est sur un tirage à peu près 150 000 exemplaires pour un tome en France. Et je peux vous dire que c'est énorme. Très peu de séries peuvent se vanter d'une telle quantité si ce n'est Walking Dead et Astérix. Au Japon, on est sur du 4 millions pour un tome, et c'est énorme aussi, que ce soit par rapport à chez nous ou chez eux, puisque très peu de séries dépassent les 2 millions. Et pour avoir fait des recherches, j'en ai même pas trouvé, car Naruto le faisait même pas à l'époque de sa publication. Et puis après, une fois que tout ça est fait, va falloir vendre le manga. Là, ça va être aux éditeurs de faire le café, en proposant des offres de lancement, comme Kana le fait actuellement, des PLV comme Goku Blue à l'occasion de la sortie du tome de Dragon Ball Super, ou des promos avec un tome offert, comme vous pouvez régulièrement le voir avec One Piece. Il existe aussi les services de presse qui consistent à envoyer des exemplaires gratuits aux libraires, journalistes et maintenant youtubeurs pour qu'ils en fassent la promotion. Voici grosso modo les très grandes lignes du paysage éditorial. Comme vous pouvez le constater, c'est loin d'être simple, puisque l'édition fait intervenir beaucoup d'acteurs qui vont tous être liés de manière différente au droit d'auteur. Ce droit étant lui-même très flou pour les auteurs, mais aussi pour ceux qui l'appliquent. Au final, l'auteur va devoir faire ses preuves afin de décrocher un contrat de publication qui pourra être stoppé à tout moment si la série ne fonctionne pas suffisamment. En revanche, si le succès est au rendez-vous, l'œuvre sera encore plus mise en avant afin d'augmenter les ventes, et la licence pourra commencer à être vendue afin que d'autres l'exploitent sur différents médias. C'est donc un milieu assez complexe mais tout aussi passionnant, puisqu'au final c'est l'industrie de nos passions. Et je vais aussi vous conseiller quelques ouvrages parce que je peux pas m'en empêcher. Bon, celui-ci je pense que vous m'avez pas attendu pour le découvrir, mais on sait jamais. Bakuman de Oba et Obata qui raconte l'histoire de deux jeunes mangaka qui vont devoir faire leurs preuves. Celui-ci par contre vous devez le connaître un peu moins, c'est Bienvenue chez Protect de Suzuki, édité chez Akata en France. Seulement 3 volumes, c'est l'avantage, et ça offre une vision bien plus pragmatique que Bakuman du milieu éditorial, puisque c'est vraiment, on est vraiment à fond dans le délire professionnel de la chose et beaucoup moins sur un côté fictif. Sinon je me suis procuré aussi d'autres ouvrages un peu plus particuliers. Le premier c'est la mini bande dessinée Droit d'auteur, qui justement est sur le droit d'auteur et qui clarifie un peu tout ce joyeux bordel. C'est une bande dessinée du droit d'auteur, et c'est beaucoup illustré du coup de par le format, et donc c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et le second, du coup, c'est éditer la bande dessinée, donc le titre parle de lui-même. Attention tout de même, puisque le bouquin est vraiment pour les professionnels, ou en tout cas ceux qui étudient ce milieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de notions professionnelles et de choses que il faut connaître en amont avant d'attaquer le bouquin, sinon vous allez rien biter. Et enfin, comment ne pas parler de la trilogie des bouquins de Scott McCloud, notamment L'Art Invisible. Oui, le seul que j'ai pas, qui est pas tout simplement un incontournable, et notamment L'Art Invisible. Scott McCloud, c'est voilà, hop, hors champ le niveau, c'est du niveau de Tezuka, pour vous dire au niveau de l'influence qu'il a eu dans son milieu. Il a théorisé grâce à ses ouvrages tout ce que peut être le monde de la bande dessinée, c'est excellent. C'est indispensable à lire si vous vous intéressez, que ce soit le manga, le comics ou la bande dessinée. C'est le B à bas, vraiment, Scott McCloud, je vous le recommande. Également très facile à lire. C'est sur ces très nombreux conseils de lecture que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir et peut-être mieux comprendre le milieu de l'édition. N'hésitez pas dans les commentaires à demander des précisions ou même à apporter des précisions si vous êtes vous-même connaisseur. C'est un milieu que j'adore, que je suis encore très loin de tout connaître, et donc ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous justement pour mieux découvrir ce milieu. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous. Pour continuer ton aventure sur l'archipel Shabondi, tu peux t'abonner à la chaîne, découvrir nos autres vidéos et nous soutenir sur Tipeee. À toi de choisir ton chemin. Tu peux également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux présents en bas de l'écran.